Hello à tous. Du coup, aujourd'hui, je vais avoir la chance d'interviewer Chloé. Avant ça, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Mathilde. J'ai eu la chance, du coup, d'être 4 ans chez Indie et de connaître le passage du 30 à 200, qui était un peu notre 0 à 1 à nous à l'époque. Et aujourd'hui, je suis Head of Customer Success de UPSO, la formation professionnelle à distance sur les métiers en tension. Du coup, Chloé, aujourd'hui, donc VP Customer Success d'Indie, du coup, mon ancienne boss aussi, accessoirement. Du coup, après un début de carrière dans le retail, avec des rencontres en 2016, notamment dans le milieu du CSM, qui ont commencé de nourrir vraiment une envie et une volonté d'aller dans ce domaine de l'expérience client. En 2017, elle fait une rencontre, la rencontre de Comfolk, qui est le cofondateur CEO d'Indie, et qui l'embauche en tant que première salariée du coup, de la boîte à l'époque de Georges au poste de VP Care. Donc ça en dit beaucoup, elle nous en dira plus tard. Et Indie, pour ceux qui étaient là ce matin, du coup, c'est une solution de comptabilité destinée aux indépendants. Voilà, pour gérer, automatiser la comptabilité et la gestion. Mais Indie, c'est pas que la compta. C'est aussi la création d'entreprise, c'est aussi le compte pro, c'est aussi la facturation. Donc voilà, Chloé va nous en dire un peu plus. Et du coup, pour commencer, je sais que quand on a parlé toutes les deux, tu m'as souvent fait référence, notamment à ton expérience pendant les soldes, pendant les rushs de Noël, dans les boutiques. Et souvent, tu faisais le lien avec la période fiscale d'Indie. Alors, qu'est-ce qui t'a initialement attiré dans le domaine de la relation client? Est-ce que tu as toujours été vraiment passionné par le contact clientèle, et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Oui, bonjour à tous. Ravie d'intervenir aujourd'hui à Zero to One. Et c'est vrai que dans les travaux préparatifs, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques Zero to One dans mon parcours, et je suis ravie de partager ce moment-là avec Mathilde, qui a débuté cette aventure avec moi dès le début. Et donc, en effet, j'ai débuté mon parcours professionnel en boutique, dans le retail. Et il y a énormément de similitudes entre la relation client en boutique et la relation client en ligne, dans le cadre d'un SaaS B2B. Donc, pour Indie, en fait, on fait essentiellement du live chat. Et donc, c'est vrai que je faisais souvent référence à la période de Noël. J'étais personnellement en bijouterie, parce qu'en période fiscale, on va avoir énormément de clients qui vont venir nous voir. Et en tant que Customer Care, la gestion du flux, la gestion des frustrations, de la pression que peuvent nous mettre les clients est très similaire à ce que vous pouvez vivre, même vous, en tant que client, quand vous êtes en période de solde aux Galeries Lafayette, par exemple. Et donc c'est pour ça que je fais souvent le référentiel. Et cette expérience en retail a énormément nourri les différentes stratégies qu'on a pu mettre en place chez Indie, que ce soit au début comme même aujourd'hui. Ok, super, merci. Et aujourd'hui, quelles compétences tu considères comme essentielles pour réussir dans la relation client? Que ce soit donc en boutique, si on continue le parallèle, que ce soit en boutique comme sur un live chat, tout d'abord, en fait, l'essentiel, c'est de savoir découvrir le besoin de son client, s'adapter au client qu'on a en face de nous. On ne parle pas de la même façon, si je me réfère aux clients qu'on a chez Indie. On ne parle pas de la même façon à une infirmière ou à un avocat ou à un freelance consultant tech. Donc il faut s'adapter au client, bien découvrir son besoin, et ensuite faire preuve d'empathie, réussir à comprendre les émotions de son interlocuteur sans forcément les vivre nous-mêmes, et faire en fait ce qu'on appelle faire le tampon pour réussir à apaiser le client en face, surtout en période de tension. Et ensuite, bien évidemment, répondre à son problème, mobiliser toutes nos connaissances et nos compétences pour résoudre au plus vite et donc répondre aux besoins du client et faire que le client soit satisfait. Donc, si je me réfère également à Indie, une des compétences clés, c'est aussi, bien évidemment, d'avoir de grandes capacités rédactionnelles, parce qu'en fait, on échange par écrit avec le client, et nos capacités rédactionnelles montrent le professionnalisme et finalement l'image d'Indie avec nos clients. Très bien.
Pour enchaîner, du coup, donc on parlait justement de la relation client, de l'aspect live chat, de l'aspect boutique. Aujourd'hui, on sait justement que le fait de travailler dans la relation client, c'est prendre de plein fouet les insatisfactions, la frustration. C'est pas toujours évident. On doit faire face à ça au quotidien. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu accompagnes tes équipes justement dans la gestion de ce stress, de cette pression qui est à la fois liée à la frustration des clients, comme je le disais, et en même temps aussi aux exigences élevées de la relation client, et particulièrement chez Indie? Encore une fois, il y a un parallèle à faire. J'ai eu la chance d'être également manager dans le milieu de la bijouterie. Et en fait, finalement, accompagner son équipe ou accompagner ses clients, c'est un petit peu la même chose. On doit, encore une fois, s'adapter à la personne qu'on a en face de nous. La différence, c'est qu'en fait, si on arrive à créer une zone de confiance, c'est directement, enfin, le succès de ma mission dépend directement de ceux qui sont en dessous de moi. Bien évidemment, dans la relation client, c'est la même chose, mais là, on va vraiment faire en sorte que les personnes grandissent, montent en compétences, et on a une dimension de les accompagner dans leur carrière. Et donc, en fait, comment concrètement j'accompagne des équipes care? Eh bien, j'entends leurs besoins et je vais les pousser à réaliser leur plein potentiel à eux, pas forcément celui que moi, je vais vouloir qu'ils réalisent. Ça me va. Et du coup, donc, on parle justement des compétences, mais si on fait le choix, on parle aussi beaucoup du care depuis tout à l'heure. Mais bon, le sujet, c'est quand même le success et le care. Et aujourd'hui, et déjà depuis quelques années maintenant, chez Indie, il y a un choix fort qui a été fait du coup de n'avoir qu'un service care. Pourquoi avoir pris cette décision et comment gérez-vous cette organisation? La première raison, et comme ça au moins il n'y a pas de fioriture autour, un accompagnement type Customer Success, c'est un accompagnement qui est en one-to-one. Et donc une personne a un portefeuille client, il va accorder énormément de temps dans l'accompagnement de ses clients. Le produit historique d'Indie, il est à 20 € hors taxe par mois sans engagement. Donc c'est quand même très compliqué de mettre une personne à temps plein, accompagner chaque petit client. Et puis avec le nombre de clients qu'on a, là en juin on a passé les 100 000 utilisateurs. C'est impossible en fait, c'est pas du tout scalable. Donc déjà ça c'est la raison un peu économique. Mais également en fait il faut savoir que chez Indie, l'intérêt du client, le customer success, donc le succès du client, il est porté par toutes les équipes de la boîte. En fait, il y a à aucun moment on s'est dit qu'il y avait une équipe plus qu'une autre qui avait cette responsabilité-là, et on n'en a jamais ressenti le besoin. Et d'ailleurs la preuve, comme disait Mathilde, c'est que j'ai été la première à être recrutée. Mais uniquement sur du customer care, et c'était d'une facilité. J'avais face à moi donc les 3 founders, Pablo, Romain, qui sont tous les deux des tech, et Com, qui a plutôt une dimension produit, vous l'avez entendu ce matin. Et en fait, c'était très facile pour moi de faire passer des sujets customer success dans leur roadmap. Et encore aujourd'hui, malgré le fait qu'on soit bientôt 300 dans la boîte, c'est toujours le cas. Et si je rentre un petit peu plus dans le détail pour vous montrer concrètement comment ça se passe, déjà, le produit, comme j'en parlais, il n'y a rien qui est mis en place par le produit sans avoir été validé par une équipe qu'on a au CARE qui s'appelle les product spécialistes. Et donc, en fait, on estime toujours dans quelle mesure une nouvelle fonction va impacter la relation client, est-ce que ça va générer des frustrations, ou alors améliorer le service. Et donc, nous, quand on leur fait des retours, directement, ils vont les mettre en place dans l'application. Et le produit est fait pour qu'il n'y ait pas besoin d'intervention humaine. On a la plupart de nos clients qui sont 100% autonomes sur l'application et très satisfaits du service. Ensuite, il y a la partie sales, où on peut dire qu'ils récupèrent un peu la mission onboarding, avec aussi le marketing, parce que finalement, nos commerciaux ne vendront jamais le produit pour vendre le produit. Si le client, une fois qu'il est seul sur l'application, se rend compte que le produit n'est pas fait pour lui, le commercial n'a pas sa prime. Donc en fait, il n'a aucun intérêt à vendre pour vendre. Et à chaque fois, c'est très fort dans les valeurs et dans les objectifs de toutes les équipes. On ne veut avoir comme client que des personnes qui sont vraiment notre cœur de cible et qui vont pouvoir s'épanouir sur l'application. Donc ça évite déjà toute une partie que parfois les Customer Success ont comme mission de rattraper, de modifier, de paramétrer l'outil
en tordant un peu le bras pour que finalement ça fonctionne pour eux. Je parlais du marketing. Le marketing, il s'occupe de toutes les séquences d'emails avant-vente, mais également après-vente, qui sont étudiées spécialement pour arriver à un moment clé de la vie du client. Et donc, ces étapes-là, qui sont des étapes normalement de la mission du CS, elles ont été réparties dans les différentes équipes pour faire en sorte que chez Indie, finalement, on ait juste besoin d'une équipe care. Merci pour cette réponse hyper complète. Et du coup, quand on lance un service care et CS, je pense que ça va intéresser quelques personnes ici. Alors bien sûr, il faut avoir des personnes capables de jongler sur différents sujets, toucher à beaucoup de domaines. Mais à quel moment avez-vous commencé à structurer ce service et pour quelles raisons? On sourit parce que du coup, elle était dans les premières recrues. En effet, que ce soit dans le Customer Success ou dans le Customer Care, les premières personnes qui vont intégrer les équipes, et c'est assez naturel, et je pense que c'est même quelque chose qu'on retrouve dans toutes les équipes d'une start-up, c'est ce qu'on va appeler des couteaux suisses. On va avoir besoin de personnes qui sont en capacité de faire un peu toutes les missions. Moi-même, au début d'Indie, j'étais sur tous les salons, j'appelais les clients qui n'avaient pas validé leur abonnement, enfin, je faisais un peu toutes les missions qui étaient client-facing. C'était d'ailleurs passionnant. Et au CARE, on a fait un peu la même chose. Et je crois que c'est quand on a atteint, quand on est passé de 5 à 15, parce qu'en fait, on est passé de 5 à 15, on n'a pas fait d'entre-deux. À ce moment-là, on a ressenti le besoin de structurer par rapport aux attentes des équipes, parce que passer de 5 à 15, pour moi, ça devenait beaucoup d'avoir 15 personnes en direct, mais également par rapport aux spécialisations des produits, parce qu'en effet, on voyait de plus en plus émerger des demandes spécifiques sur lesquelles on pouvait former les Customer Care, mais pas tous. Voilà. Et donc, en fait, naturellement, pour rentrer un peu plus dans le détail, on a créé, donc on a scindé d'abord en deux. Et ça, c'est quelque chose d'assez classique qu'on retrouve dans toutes les équipes clients. On a eu une partie back-office qui s'occupait du paramétrage et une partie front-office qui s'occupait des demandes entrantes des clients sur l'utilisation de l'application. Et puis ensuite, comme on a quand même un produit qui touche au milieu fiscal, il y a quelques spécificités pour faire monter en compétences et créer des experts au sein de notre équipe. On a divisé en plusieurs équipes en fonction des régimes fiscaux. Et donc comme ça, un client, dans tous les cas, ne peut pas être dans deux régimes fiscaux. Donc un client était redirigé directement vers la personne qui pourrait répondre à son besoin. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a structuré l'équipe. Et pour faire face aussi au nombre de clients croissants, j'imagine. Bien évidemment, oui. Le passage de 5 à 15 n'était pas juste pour nous, mais surtout parce qu'on avait estimé un ratio du nombre de clients par rapport au nombre de Customer Care nécessaires. Et pourquoi un pic aussi rapide? C'est parce que chez Indie, on a une période d'acquisition qui est très très forte et très ciblée entre janvier et juin. Et donc c'est là où on a besoin de plus de care, c'est au moment de la période fiscale. C'est à ce moment-là que vous faites tous vos impôts. Et comment est-ce que vous intégrez aujourd'hui les valeurs d'Indie dans votre approche de la relation client? Les valeurs d'Indie. Et oui, donc chez Indie, on a des valeurs qui sont assez fortes. Alors, on a une scorecard qu'on utilise, des valeurs qu'on utilise dans le cadre du recrutement. Celles-ci, je pense qu'elles ne sont pas vraiment pertinentes dans le cadre de la relation client. C'est vraiment quelque chose qu'on valide pour s'assurer que toutes les personnes qui viennent travailler chez Indie soient compatibles pour travailler ensemble. Et si vous voulez creuser là-dessus, c'est très détaillé sur toutes les offres, sur nos offres Welcome to the Jungle. Donc, si vous avez envie de voir un peu ce que c'est que cette scorecard de recrutement, n'hésitez pas. Donc ça, c'est notre premier set de valeurs. Et là, moi, je vais plutôt parler du deuxième set de valeurs. C'est donc les valeurs bienveillance, transparence et ownership. Et donc en fait, ces valeurs-là, ce sont celles qui nous guident au quotidien dans nos prises de décision, dans nos échanges entre nous, mais également dans nos échanges avec les clients. Et donc, comment ça se traduit dans nos échanges avec les clients? Je vais prendre un exemple. Comme je vous disais, on est confronté à différentes fiscalités. Et donc l'avantage d'Indie, c'est qu'on cible très large et normalement le produit répond à beaucoup de personnes. Mais parfois, des personnes arrivent avec des questions qu'on n'a jamais eues. Même encore aujourd'hui, avec nos 100 000 utilisateurs, nos plus de 100 care, on a encore des questions qui nous surprennent. Et donc quand une question comme ça arrive, qu'est-ce que c'est faire preuve de bienveillance, par exemple? Ça ne va pas forcément être d'être bisounours.
Ça va bien évidemment d'accueillir avec le sourire, d'essayer de comprendre le besoin et de le creuser au maximum, mais aussi d'assumer dès le début que ce n'est pas une question typique chez nous et que ça va potentiellement prendre du temps. En fait, être bienveillant chez Indie, c'est aussi assumer nos faiblesses parfois et par contre proposer une solution derrière. Donc on prévient le client que ça va peut-être prendre un peu de temps, qu'on se renseigne et qu'on revient vers lui. On va solliciter les experts. Ensuite, donc faire preuve de transparence, ça se rattrape. Bienveillance et transparence, c'est souvent très proche, finalement. Mais du coup, ça se rapproche les deux. Pour faire preuve de transparence, ce genre de sujet, un CARE, il pourrait se sentir un peu en difficulté. On va assumer ne pas connaître le sujet, on va remonter vers différents experts et surtout se dépêcher d'aller vers le client, mais toujours en le maintenant au courant. Si ça commence à durer trop longtemps, on l'avertit. C'est très important. On ne laisse pas un client de côté en pensant qu'il va avoir une réponse d'ici la fin de la journée. Parfois, des tickets peuvent durer plusieurs jours et c'est important de l'assumer envers le client. Et enfin, l'ownership, donc c'est un peu l'autonomie, l'implication. Chez Indie, on prône l'autonomie, que ce soit pour nos clients comme nos salariés. Et en fait, le CARE va être en charge d'aller chercher les informations, d'aller remonter les sujets aux produits, aux devs, aux sales, quelle que soit la demande qui est remontée, et de trouver toutes les informations pour, in fine, répondre aux clients. Donc voilà comment se traduisent nos valeurs bienveillance, transparence et ownership, même avec nos clients. Très bien, merci Chloé. Et depuis tout à l'heure, on parle de la place du CARE et du CS à l'intérieur d'Indie. Et moi, j'avais une question par rapport au fait que c'est pas toujours commun d'avoir la direction CARE ou CS, du coup, dans un COMEX. Et pourquoi le CEO a fait ce choix fort et qu'est-ce qui, selon toi, en fait un véritable levier de différenciation face à des entreprises qui le feraient peut-être pas? Déjà, je dois dire que c'était un honneur pour moi quand Com m'a proposé d'être au COMEX. Et en effet, c'était très rare, encore plus à l'époque, parce que c'était du coup en 2017. Donc le Customer Care était très rare dans les startups. Et donc, qu'est-ce qui a fait ce choix? En fait, c'est un peu toute l'histoire d'Indie et ce que je vous raconte aussi depuis le début. C'est parce que le client a toujours été au cœur des décisions, des attentes d'Indie. On a créé ce logiciel en partant des besoins des clients et non pas en partant de l'expertise comptable. Et on a toujours développé les différentes fonctions en fonction des demandes des clients. Même notre offre, quand on la propose, il y a deux piliers. Il y a un produit qui est très bien fini, qui répond à beaucoup de besoins, et un accompagnement client exceptionnel. On tient à notre accompagnement 5 étoiles et on le vend tout autant que notre produit. Et donc, face à ce constat, et comme on avait envie de continuer sur cette lancée-là, pour Com, c'était évident que le Customer Care devait être au COMEX. Et force est de constater que c'est vraiment une stratégie gagnante, parce que vraiment, au quotidien, je vais apporter l'avis CARE, l'expertise CARE, l'expertise, donc la voix du client dans toutes les décisions stratégiques d'Indie, quand on est en train de déterminer les enjeux pour 2025, quand on fait les objectifs des autres équipes également. On a vraiment cette symbiose, toute l'équipe du COMEX. Et ce qui est encore plus puissant, c'est que du coup, j'ai vraiment toutes les notions en tête pour ensuite, auprès de mon équipe qui commence à être une grosse équipe, donc la communication est très importante et le fait d'être transparent est très important. Donc vraiment avoir tous les éléments en tête pour les embarquer avec moi dans les différents objectifs qu'on va mettre en place au CARE et qui viendront répondre aux enjeux stratégiques d'Indie. Et c'est vraiment ce travail-là qui fait qu'on avance tous dans le même sens chez Indie. Merci. Donc depuis tout à l'heure, on parle de la place du CARE et du CS chez Indie et on parle de la qualité, des exigences et de ce qui peut faire la différence du coup d'un service à un autre et particulièrement du service CARE d'Indie. Qu'est-ce qui a fait que le passage du 0 à 1 au CARE a été un succès pour toi? Cette question, c'est presque la plus facile. Je ne sais pas si je devrais développer derrière, mais en fait, c'est mettre les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Les bonnes personnes, ça passe par un recrutement très très pointilleux. On est très exigeant en termes de recrutement chez Indie, quelles que soient les équipes. On vise l'excellence et
Au début, c'était encore plus vrai. On avait besoin de personnes qui étaient vraiment prêtes à s'impliquer à fond dans l'histoire de la boîte, à être couteau suisse comme on en parlait tout à l'heure, mais aussi être en capacité d'évoluer vite avec l'évolution rapide de cette équipe. Donc voilà, au bon endroit, c'est vrai que ça a été surtout au moment de la structuration, parce que finalement, au début, on pariait sur les bonnes personnes, mais tout le monde faisait un peu la même mission. Et quand on a fait cette structuration, cette première orga, la première d'une longue lignée, eh bien, en fait, on a fait cette organisation en fonction des compétences de chacun et en fonction des besoins de nos clients. Et ça, c'est super important de trouver le bon compromis, le bon alignement des planètes, en fait, pour avancer en fait, et faire avancer cette équipe. Et donc ensuite, au bon moment, pourquoi ? Parce qu'en fait, ça change tout le temps. Les attentes, les besoins de l'équipe changent continuellement, donc il faut sans cesse rechallenger. Donc là, je parlais de l'organisation. Il faut rechallenger l'organisation à chaque fois. Pour ceux qui étaient là ce matin, Com parlait de l'innovation sur le compte pro. Bon, oui, nous, côté relation client, en fait, quand Com, 9 mois, il nous a laissé 9 mois pour créer un compte pro, nous, on a 9 mois pour changer l'orga, pour s'assurer qu'on ait des gens qui soient là pour répondre au compte pro. Et en fait, à chaque fois qu'il y a des nouveautés qui arrivent, c'est une nouvelle période, ce sont de nouveaux challenges, ce sont des nouveaux enjeux, donc on remet les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Et ça sans cesse. Même si il faut toujours viser, pour une organisation par exemple, une vision à au moins 2 ans, parce qu'il n'y a rien de plus douloureux, c'est un peu contradictoire avec ce que j'étais en train de dire, mais il n'y a rien de plus douloureux pour une équipe care que de changer si fréquemment, parce qu'en fait on n'a pas le temps de monter en compétence, en seniorité sur un sujet. Donc ne pas hésiter à faire des changements qui répondront aux enjeux, tout en se disant qu'il faut qu'elle tienne 2 ans. Et si ça tient 6 mois parce qu'il y a des nouveaux enjeux qui sortent, parce que votre start-up elle est agile, qu'elle a sorti un nouveau service, c'est pas grave, on recommence, mais toujours se projeter et essayer de viser le plus loin possible. Ok, donc si je comprends bien, c'est comme du coup disait ce matin, en fait, faut pas hésiter à créer et à péter le truc juste après si c'est pour les bienfaits de l'équipe, quoi. Mais tout en gardant en tête que c'est quand même pas si pertinent que ça pour une équipe, mais en effet, faut toujours challenger. Tout le temps, pour s'assurer qu'on est sur le bon chemin. Très bien. Il existe du coup de nombreuses offres à destination des indépendants, donc pour gérer leur comptabilité, leur partie admin. Qu'est-ce qui fait, selon toi, du coup, que les clients soient aussi satisfaits de votre service ? Et puis surtout, qu'est-ce qui permet de maintenir une satisfaction, une qualité aussi élevée, notamment avec un volume de clients qui est en constante augmentation ? Très bonne question. C'est une de mes questions favorites parce que je pense que tant qu'on n'a pas fait de relation client, on ne se rend pas compte à quel point c'est compliqué. On se dit qu'on a juste à parler avec des gens et à répondre à des questions sur un produit et du coup, ça va bien se passer. Et finalement, ce qui s'est passé chez Indie, c'est qu'on en a fait une expertise. On en a fait un métier technique. On a fait, et donc tu as participé à l'élaboration, une grille avec tout ce qu'il faut faire pour s'assurer que la conversation satisfasse le client à 100%. Et nous, on évalue continuellement nos care sur cette grille. On prend des conversations au hasard, on fait des audits. Et en fait, comment on a fait pour atteindre ce niveau de satisfaction ? C'est qu'on a rendu le métier de Customer Care technique, avec des vraies techniques à apprendre, un ton à avoir. Et du coup, en fait, on se rend compte d'ailleurs que les care qui ont les meilleures notes en contrôle qualité vont être ceux qui vont avoir le meilleur indice de satisfaction avec leurs clients. Donc c'est un peu ça notre clé. Donc le contrôle qualité. Et voilà. Yes, justement, c'est ce que tu disais, contrôle qualité. Et puis j'imagine aussi toute la partie, comme tu disais, knowledge et base de connaissances, documentation. Et c'est un peu comme ça aussi que du coup l'équipe va un peu cranter et se staffer, si j'ai bien compris. Exactement. En fait, au début, on y va au talent. Et ensuite, on essaie de structurer, donc par des équipes, mais aussi par rapport à un savoir qu'on va développer. Et notamment, dans notre milieu des régimes fiscaux, il y a beaucoup de connaissances à engranger. Et donc, il y a eu un énorme effort de fait d'avoir un vrai knowledge management. Donc, on a une équipe aujourd'hui qui s'occupe de la documentation, de la formation initiale et continue, et également du contrôle qualité. Et cette équipe-là, c'est également celle qui est en lien avec le produit pour s'occuper de l'amélioration continue du produit.
Et donc tout ça, ça fait des bases pour s'assurer d'une qualité de service client exceptionnelle. Très bien, merci pour ces réponses. Et du coup, on arrive à la dernière question. Donc après, s'il reste un peu de temps, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et du coup, donc pour finir et pour l'avoir vécu, Indie, c'est une aventure qui est profondément humaine. Quand on arrive, on découvre vraiment un univers qui est plein de, comme tu disais tout à l'heure, de bienveillance, de transparence, d'ownership. Et c'est pas du bullshit. Et parfois, de l'extérieur, justement, ce message-là, il fait un peu faux, parce qu'on se dit, bon, c'est un peu le truc, la Startup Nation, on connaît. Mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi ça ne l'est pas? Pourquoi c'est pas du bullshit? Et selon toi, qu'est-ce qui fait que c'est un modèle qui marche, quoi? Pourquoi c'est pas du bullshit? Justement parce qu'en fait, on a mis des exemples derrière ce bienveillance, transparence, ownership. Aussi parce qu'on recrute des personnes qui vont, en fait, intrinsèquement dans leur personnalité porter ça aussi, via notre scorecard API. Et donc, comment dire, la boîte, en fait, elle est portée par des valeurs d'humilité principalement. Et on part du principe, en fait, la bienveillance, c'est pas apporter un café à son collègue le matin ou lui apporter des bonbons le jour de son anniversaire. C'est par contre s'assurer que quand on nous fait un retour qui est positif comme négatif, on part du principe que la personne, elle le fait pour nous, que ça vient pas, c'est pas malveillant. Et donc en fait, quand on part de ce postulat, de se dire que la bienveillance, c'est d'admettre que tout le monde autour de moi veut mon bien, donc je fais la même chose aussi, ça crée une dynamique très constructive. Et c'est vraiment ce qui se passe dans la boîte. Et la transparence, elle vient nourrir ça. Parce qu'en fait, on ne peut fonctionner comme ça qu'en étant totalement transparent. Beaucoup de choses se passent par écrit chez Indie, sur Slack, comme je pense la plupart des sociétés ici. Et donc, on va pouvoir assumer ses doutes, ses réussites, mais aussi ses échecs par écrit. Et en fait, on va voir que toute la boîte réagit d'un seul homme. Et c'est là où on voit l'ownership. C'est que tout le monde va se sentir à l'aise pour donner son avis. Et parfois, finalement, ça va être l'avis qu'on n'attendait pas qui va être le plus challengeant pour celui qui avait posé ses doutes. Et c'est ça, en fait, que génère la bienveillance, la transparence et l'ownership. C'est pas une colonie de vacances, c'est pas des bisounours derrière un bureau. C'est vraiment le fait de partir du principe qu'on va tous dans le même sens, qu'on est tous là pour avancer les uns avec les autres. Et puis ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, en fait, que le customer success, le succès client, il est embarqué par tout le monde. Donc c'est pas les commerciaux qui d'un côté vont vouloir faire leurs chiffres absolument au détriment des customer care qui finalement vont se battre avec le churn. C'est vraiment tout le monde va dans le même sens et ça marche. Je sais pas si tu avais autre chose en tête. Non, c'est très bien. Merci pour ces réponses du coup. Et du coup, on a terminé sur les questions que j'avais à poser moi à Chloé. Merci déjà pour ça. Merci à toi. Et est-ce que vous avez des questions du coup sur le sujet, sur des questions qu'on a abordées? Ouais. Déjà, merci beaucoup. Tu nous as parlé d'être beaucoup orienté customer care et du coup ne pas avoir une interaction très au quotidien avec tes clients. Comment tu arrives à anticiper le churn et à pouvoir justement voir des leviers qui pourraient créer du churn en ayant autant de distance? Super bonne question. Donc nous, comment on l'anticipe? Donc il faut savoir qu'on a des abonnements mensuels, sans engagement, avec des petits paniers. Donc en fait, le travail qu'on fait sur le churn, il n'est pas sur une personne, mais il va être sur une population, sur un segment. Et donc il y a toujours des équipes, quelle que soit l'expertise, marketing, produit, care, qui vont être en train d'analyser les différents points de churn. Et donc on ne va pas anticiper le churn par principe, c'est juste que quand on voit qu'il y a un gros sujet, on va s'y attaquer, on va le corriger et puis on va passer au prochain. Donc c'est plus, on construit une stratégie anti-churn comme des nouvelles briques à mettre en place, mais tout est automatisé. Et par contre, on a plein de points de données dans l'application et on commence à déterminer en fonction du parcours du client à quel moment, s'il agit comme ci ou comme ça,
ça va générer potentiellement un churn ou non. Et ensuite, on met en place des actions qui sont ce qu'on appelle en one-to-many. Donc, ça va être des campagnes email, ça va être des affichages sur l'application, ça va être des webinars aussi. On va inciter le client à venir à un webinar sur le sujet qu'il a mis en difficulté. Et en cas extrême, bien évidemment, il y en a un qui décroche le téléphone et qui l'appelle. Mais c'est vrai que sur le panier moyen, on préfère cibler des stratégies qui vont marcher sur le plus gros volume plutôt que se cibler sur une personne, comment on va la rattraper. Est-ce que ça répond à ta question ? Ouais, super, merci. Avec plaisir.